Et voilà les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va faire aujourd'hui le cours portant sur les tumeurs cérébrales. Ce sera un cours intéressant parce qu'on peut rencontrer à n'importe quel moment ce type de tumeur dans la pratique quotidienne. Donc, ça sera un cours qui est très important. Alors, on va dire que ce sera les tumeurs, c'est quoi? C'est une prolifération incontrôlée de cellules. Et comme le parenchyme cérébral est donc formé ou constitué de plusieurs types de cellules, donc n'importe quelle cellule peut se proliférer de façon anormale. Les astrocytes, les oligodendrocytes, je sais pas, les microglies, etc. Donc n'importe quelle cellule peut donner une tumeur cérébrale. Et comme ce sera des tumeurs donc, touchant le parenchyme cérébral, donc ça peut les toucher à n'importe quel endroit. Il faut savoir que les cancers sont soit malins par leur type cellulaire, type de sécrétion, etc., ou de part de leur localisation. D'accord? Donc, ça sera, donc, même si on aura une tumeur qui est bénigne, d'accord? Puisqu'elle ne sécrète pas des toxines, elle ne sécrète pas des substances qui endommagent d'autres cellules, etc. Mais sa localisation, elle est fatale, d'accord? Ça peut comprimer d'autres structures, surtout si elle est située au-dessus de la glande pituitaire, par exemple. Donc, si elle va la comprimer, tout va se dérégler. D'accord? Donc, ce sera une urgence diagnostique et thérapeutique, parce qu'elle peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. Peuvent être primitives ou secondaire, donc primitive à partir des cellules cérébrales, secondaire, métastase. Ok? Très bien. Rappel anatomique, bon, hémisphères cérébraux, ça c'est le cervelet, ça c'est la tente du cervelet, au-dessus de la tente, ça sera sus-tentoriel, au-dessous, ça sera sous-tentoriel. Ça, c'est la glande pituitaire, d'accord, ici. Et voilà. La classification, on aura deux classifications, selon le type cellulaire et selon la topographie ou la localisation. Classification histologique de l'OMS, donc elle était établie la première fois en 1979. Mais on a une mise à jour en 2021. Alors, on va commencer par le type histologique le plus fréquent et le plus rencontré. Ce sera les gliomes. Les gliomes représentent 60% des tumeurs cérébrales. Elles peuvent se constituer à partir des astrocytes, des épendymocytes, des oligodendrocytes et on aura des glioblastomes. Les glioblastomes, ce sera la tumeur gliale, donc la plus fréquente et la plus méchante. Parce que, bon, il faut savoir que les tumeurs cérébrales donc, sont classés en 4 grades. D'accord? 1 et 2, c'est de bas grade. 3, 4, c'est de haut grade. Le 4e, c'est le plus méchant. D'accord? Et le 1, c'est le plus bénin. Le 1 n'a pas de potentiel de dégénérescence. Le 2 est bénin, mais qui a un potentiel de dégénérescence. Le 3, il est méchant. Et le 4, c'est le plus méchant. D'accord, ce grippe. Glioblastome d'emblée de grade 4. D'emblée de grade 4. Donc, il est plus fréquent et plus méchant et de grade 4. D'accord, de grade 4. Et donc, la survie sans traitement, elle est de 3 mois. De 3 mois seulement.
Et même si on veut donc procéder à une chirurgie, on veut enlever ce glioblastome ou avec la radio, la chimiothérapie, même avec tout ça, et la survie donc, peut se prolonger jusqu'à 15 mois seulement. Donc c'est vraiment fatal, d'accord, c'est ça. Donc les glioblastomes ont un pronostic vraiment réservé, d'accord, il faut savoir ça. Et ce sera les tumeurs cérébrales qui font partie des gliomes les plus fréquentes et les plus méchantes, d'accord. Et en deuxième lieu, pour les tumeurs donc cérébrales, donc pour les gliomes, la deuxième position selon la fréquence, ce sera les astrocytomes. D'accord, les astrocytomes. Alors, les astrocytomes, enfin voilà. Bon, je pensais qu'on allait parler des astrocytomes, mais comme il n'y a pas, il ne faut pas donc rajouter des détails. Bon, alors les méningiomes. Les méningiomes sont les deuxièmes plus fréquentes parmi les tumeurs cérébrales. Donc les gliomes, 60% des tumeurs cérébrales. Méningiome, c'est 23% des tumeurs cérébrales. D'accord? Très bien. Il faut mettre ça dans la tête. Alors, le plus souvent, c'est une tumeur qui est bénigne. Donc, méningiome, méninge, cellule de la dure mère, cellule de l'arachnoïde, etc. Mais ça se développe le plus souvent à partir des cellules arachnoïdiennes. Et puisque donc ce sera donc dans les méninges, on a un pont de clivage. D'accord, un pont de clivage, donc on peut l'enlever. D'accord, on peut l'enlever complètement. D'accord, c'est pas rattaché au parenchyme. Ok, c'est pour ça, c'est le plus souvent, ce sera des tumeurs bénignes qu'on peut donc faire une simple chirurgie. Bon, c'est pas une simple chirurgie, mais on peut les enlever. D'accord, les méningiomes. Ok, 40 à 70 ans. Voilà. Ça touche donc beaucoup plus les femmes et non pas les hommes, d'accord. La situation, bien sûr, les méninges, donc ça sera beaucoup plus périphérique, d'accord, et méché central, donc beaucoup plus périphérique, d'accord, la situation. Et on n'aura jamais de méningiome de type ou de grade 4. Il y a seulement les 3 grades histologiques, le 1, le 2 et le 3. Pas de grade 4, ok. Le 1, c'est le plus fréquent, c'est 90%. C'est pour ça que je vous ai déjà dit que ce sera le plus souvent bénigne, des tumeurs bénignes. Mais ça n'empêche pas qu'on peut trouver de grade 2 ou 3, mais jamais de grade 4, d'accord. Jamais de grade 4. La prédominance féminine, ben, il incrimine les hormones féminines, mais on ne sait pas. D'accord? C'est tout. Pour les méningiomes. Alors, pour l'adénome hypophysaire, qui sera le 3e à étudier, je vais vous montrer cette image pour que vous compreniez où se situent les différentes structures. Donc ça, c'est l'os sphénoïde, d'accord? Ça, c'est la selle turcique, ok? Et cette région, d'accord, qui emporte la selle turcique, etc., la région, à dire, la lignée médiane et tout, ça s'appelle la région sélaire, d'accord? La région sélaire. Ça, c'est l'anti-hypophyse, ok? Et ça, c'est le chiasma optique, d'accord? Le chiasma optique. Et vous voyez donc ça, si on aura une tumeur, d'accord, qui se développe ici et qui n'aura pas donc d'espace donc ici dans l'os, donc ça va se développer comme ça.
Et comme ça va se développer comme ça, elle peut comprimer le chiasma optique. Et en comprimant le chiasma optique, donc on aura des troubles donc, optiques, d'accord? Un syndrome optochiasmatique, d'accord? C'est ça, voilà. Donc c'est une hémianopsie, etc., etc. D'accord? C'est juste pour vous situer un peu. Très bien. Donc, l'adénome hypophysaire se développe à partir des cellules de l'antéhypophyse, d'accord? Celle que j'ai déjà montrée donc, tout à l'heure. C'est une tumeur cérébrale qui est bénigne, et de grade 1. De grade 1, d'accord? Donc, on peut donc typer cet adénome selon le type de cellule qui a proliféré, d'accord? Prolactinome ou donc dans l'axe somatotrope, etc. Donc, s'il y a une tumeur au niveau de l'antéhypophyse, il faut savoir, bien sûr, que ça va se développer donc, à partir d'un type cellulaire bien précis. Mais ça n'empêche pas que ça va altérer les autres fonctions de croissance, de reproduction, etc. Du coup, on aura une personne qui a plutôt une aménorrhée, une stérilité. Pour les hommes, on aura une gynécomastie, même une galactorrhée. Elle peut être présente chez l'homme. D'accord? Une impuissance. Ok? Donc, on peut voir tout ça. Ok? Et comme je vous ai montré que l'antéhypophyse, donc ici, donc dessus, on aura le chiasma optique, ça peut le comprimer. Et comme ça peut le comprimer, on peut avoir un syndrome optochiasmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut avoir une diminution de l'acuité visuelle, voire même une cécité. On peut avoir, puisque c'est le chiasma optique qui est atteint, une hémianopsie bitemporale. D'accord, etc., etc. Donc, on peut avoir tout ça, ok? Mais il faut savoir que c'est une tumeur bénigne, d'accord? Ne pas par sa localisation, mais par le type, d'accord? On peut donc faire un traitement, etc. Voilà. D'accord? Et c'est une tumeur qui se situe donc dans 90% dans la région cellaire. Donc on peut avoir dans la région paracellaire, etc. Mais le plus souvent, ce sera dans la région cellaire et la prédominance, elle est féminine. Donc pour les glioblastomes, ça sera des tumeurs d'emblée de type de grade 4, très méchant. Et la durée de vie, donc sans traitement 3 mois, avec traitement 15 mois. Les méningiomes, beaucoup plus, ça se développe à partir des cellules arachnoïdiennes, prédominance féminine comme les adénomes hypophysaires. D'accord? Et pour les méningiomes, on peut les enlever, elles sont de situation périphérique le plus souvent. Et pour les adénomes hypophysaires, ça sera beaucoup plus la région cellaire. Pour l'adénome hypophysaire, donc on avait dit qu'elle peut comprimer le chiasma optique et on peut avoir hémianopsie bitemporale, etc., diminution de l'acuité, voire une cécité, etc., etc. Et on aura bien sûr les différentes donc, symptômes liés à une atteinte de cette glande hypophyse, d'accord, un défaut de croissance, une stérilité, impuissance, etc., etc. D'accord? Voilà. Maintenant, on va parler du crânio-pharyngium. Crânio-pharyngium donc, se développe à partir de la tige pituitaire ou de l'hypophyse. D'accord? C'est une tumeur cérébrale de grade 1. Donc, c'est une tumeur qui est bénigne. D'accord? Vous voyez cet aspect-là, c'est différent de l'adénome. L'adénome, c'est comme ça. D'accord? Mais ici, on voit qu'il y a du blanc, du noir, etc. Donc, du blanc, c'est calcifié. D'accord? Ça, c'est un scanner. OK?
On peut avoir donc une tumeur des crânio-pharyngiomes qui sont calcifiés, ou bien charnus, ou les deux, même voire kystiques, d'accord? On peut avoir charnu, ça veut dire qu'il y aura la même densité que le parenchyme. Kystique, c'est du noir, d'accord? C'est une clarté. Calcifié, c'est plutôt blanc, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir donc seulement des crânio-pharyngiomes qui sont kystiques ou bien charnus, etc. à elles seules, d'accord? Il faut savoir que ces crânio-pharyngiomes, ce sont des tumeurs bénignes, d'accord? Sont plus fréquentes chez l'enfant, d'accord? Avec deux pics. Le premier pic, c'est entre 6 et 14 ans. Le deuxième pic, c'est entre 50 et 55 ans. Mais il faut savoir que c'est une tumeur plus fréquente chez l'enfant. D'accord? Chez l'enfant. Premier pic, 6-14 ans. Deuxième, 50-55 ans. Mais plus souvent chez l'enfant. D'accord? Puisque ça se développe. Donc, comme c'est une tumeur qui se développe donc dans la région céliaire, etc., ça peut comprimer le chiasma optique et ça peut donner un syndrome optico, donc chiasmatique. Ok? C'est une tumeur à prédominance masculine, d'accord, contrairement à l'adénome hypophysaire qui est à prédominance féminine, d'accord, et a une composante charnue calcique et kystique. Donc, ça se différencie en imagerie par rapport à l'adénome hypophysaire par cet aspect, puisqu'on ne peut pas les distinguer l'un de l'autre par la clinique. Je vous ai déjà dit que ça peut donner des signes donc similaires. D'accord? Très bien. Ok? Alors, neurinome. Neurinome, c'est une tumeur qui se développe à partir des cellules de Schwann. D'accord? On l'appelle aussi schwannome, d'accord, vestibulaire le plus souvent, puisque ça se développe à partir des cellules de Schwann du 8e paire des nerfs crâniens qui est le vestibulo-cochléaire le plus souvent, mais ça n'empêche pas qu'on peut trouver un neurinome du trijumeau, du facial, etc. Mais le plus souvent, ça sera le nerf vestibulo-cochléaire. Du coup, on aura un syndrome vestibulaire, une hypoacousie, etc., etc. Et puisque ce nerf, donc le vestibulo-cochléaire avec le conduit auditif interne, il est proche des ventricules cérébraux, d'accord? On aura quoi? On peut avoir une compression du quatrième ventricule. Une compression du quatrième ventricule, du coup, on aura une hydrocéphalie non communicante, d'accord, du premier, deuxième, troisième ventricule, d'accord, puisque le quatrième il est comprimé, donc on n'aura pas une dilatation du quatrième, on aura une compression du quatrième et une dilatation en amont, d'accord, donc on peut avoir cette hydrocéphalie, une hypertension intracrânienne, ok, etc. Surtout, pourquoi hypertension intracrânienne? Parce que aussi ça se développe beaucoup plus chez l'adulte, d'accord, chez l'adulte, puisque les sutures, etc., sont fermées. Donc, c'est ça, le plus souvent chez l'adulte. D'accord? Et puisque le 8e paire des nerfs crâniens, donc les noyaux vestibulaires situés dans le tronc cérébral, donc c'est une tumeur de l'angle ponto-cérébelleux. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on aura? On aura le quatrième ventricule. C'est pour ça qu'il y aura cette compression. D'accord? Donc, les neurinomes, ce sont des tumeurs grade 1. Donc, glioblastome, grade 4 d'emblée. Méningiome, 3 grades histologiques. Jamais de grade 4, le plus souvent grade 1. Crânio-pharyngiome, grade 1. Adénome, grade 1. Neurinome, grade 1. D'accord? Très bien. Parfois, dans le cadre de neurofibromatose, 2. Donc, ce sont les tumeurs bénignes qui ne sont jamais cancérigènes. Donc, qui ne vont pas se dégénérer en cancer. D'accord? C'est jamais malin. Ok? C'est ça. Voilà, prédominance féminine. Donc, pour
le méningiome à prédominance féminine, l'adénome hypophysaire prédominance féminine, crânio-pharyngium masculine, neurinome féminine. Ok? Très bien, super. Voilà, tumeur cérébrale bénigne à partir des cellules de Schwann. Voilà, beaucoup plus le vestibulo-cochléaire, syndrome vestibulaire. Salam alaikum. Méduloblastome. Méduloblastome, c'est une tumeur cérébrale maligne. Se développe à partir du neuroectoderme. D'accord? Alors, il faut savoir que les tumeurs qui se développent à partir du neuroectoderme sont le plus souvent retrouvées chez l'enfant. D'accord? Et chez le jeune enfant. D'accord? Beaucoup plus. Ok? Très bien. La première tumeur cérébrale maligne de l'enfant. Plus fréquent chez l'enfant, de tumeurs cérébrales chez l'enfant. Prédominance masculine. Donc, pour la prédominance masculine, on a crânio-pharyngium et méduloblastome. Les autres, pratiquement, c'est prédominance féminine. Se localise au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Mais, pour la localisation, kiff. Chez l'adulte, comme plutôt latéralisé. Donc, là, c'est médiane. Médiane, c'est l'enfant. D'accord? C'est l'enfant. Mais chez l'adulte, ça sera beaucoup plus latéralisé. D'accord? Ça sera latéralisé. Donc, médiane chez l'enfant, latéralisé chez l'adulte. Mais les deux, la situation donc initiale, c'est la fosse cérébrale postérieure. Ramlik les yeux, ça c'est postérieur. La fosse cérébrale postérieure. Ok? Très bien. Adulte, latéralisé. Enfant, médiane. Ok? Très bien. Alors, puisque ça se situe dans la fosse cérébrale postérieure, le ventricule le plus proche, c'est le quatrième ventricule. Donc, on peut avoir une compression du quatrième ventricule aussi, qui met le neurinome vestibulaire. Ici aussi, on peut trouver une compression du quatrième ventricule. Un syndrome cérébelleux, statique et cinétique peut se voir. Ok? Ok, voilà. C'est une... Et je répète, c'est la tumeur maligne la plus fréquente chez l'enfant. Donc, méduloblastome, c'est la première tumeur cérébrale maligne de l'enfant. Ok? Ça peut donner un engagement. D'accord? Ça peut donner un engagement, surtout que ça se situe dans la fosse cérébrale postérieure. Ça peut donner une HIC. D'accord? Compression du quatrième ventricule, une HIC. Et puisque ça se situe dans la fosse cérébrale postérieure, on peut avoir un engagement amygdalien. D'accord? Amygdalien. Ok? C'est ça. Donc, c'est une tumeur grade 4. Grade 4. Donc, jusqu'à maintenant, les glioblastomes et méduloblastomes sont des tumeurs cérébrales malignes grade 4. Grade 4. Méduloblastome plus fréquente chez l'enfant. Ça n'empêche pas qu'on peut la trouver chez l'adulte. Latéralisée chez l'enfant, c'est médiane. Fosse cérébrale postérieure. Compression quatrième ventricule. HIC, engagement amygdalien. Pronostic vital engagé. Ok? Super. Prédominance masculine. Métastase. Donc, 50% des tumeurs cérébrales, mais ça n'empêche pas que les gliomes sont les tumeurs les plus fréquentes. D'accord? Poumon, première cause de métastase cérébrale, 50% des métastases cérébrales. Sein, mélanome, digestif, rein, prostate, recherche de la néoplasie primitive, métastase unique ou multiple. Leptoméninge, miliaire métastasique, donc on peut trouver n'importe quel aspect. D'accord, c'est ça. Et beaucoup plus
Donc, ça peut donner, quand on aura une métastase, ça donne le plus souvent un engagement temporal. Un engagement temporal. OK? Plus souvent périphérique. D'accord? Effet de masse. Vous voyez la déviation de la ligne médiane. Vous la voyez ici et il me cache le quatrième ventricule pratiquement. Le deuxième ventricule. Donc, il n'y a pas. D'accord? Et une déviation de la ligne médiane. D'accord? Très bien. La cause la plus fréquente, les métastases cérébrales, c'est le cancer du poumon. Le cancer bronchique. D'accord? C'est le plus fréquent. Ok? Très bien. Maintenant, pour la classification topographique, donc il y a des tumeurs qui se situent donc au-dessus de la tente du cervelet, il y a des tumeurs qui sont au-dessous de la tente du cervelet. Au-dessus, c'est tout ce qui a relation avec les hémisphères cérébraux. Donc, si on va dire intraparenchymateux, il y a, qu'est-ce qu'il y a dans le parenchyme? Il y a les cellules gliales, donc on peut avoir les astrocytomes, on peut avoir les glioblastomes, etc. Tout ça. Les épendymomes, mais les épendymomes ici, ça sera beaucoup plus intraventriculaire. Donc, en sous-tentoriel, on va trouver en intraparenchymateux les médulloblastomes, d'accord, les épendymomes ici aussi. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Voilà. Sus-tentoriel, donc on peut trouver donc en intraventriculaire les kystes colloïdes, d'accord, les kystes colloïdes. En infra, donc ou sous-tentoriel, il n'y a pas, d'accord, c'est kystes colloïdes. Voilà, extraparenchymateux, les méningiomes, d'accord, et c'est ça, voilà, pour les deux, méningiomes et extraparenchymateux pour les sous-tentoriels, puisque les neurinomes, beaucoup plus, ça touche les pertes crâniennes. D'accord? C'est sous-tentoriel et non pas sus-tentoriel. D'accord? C'est ça. D'accord? C'est ça. Et pour les kystes colloïdes, donc ça se développe surtout sur le toit du troisième ventricule. C'est pour ça qu'on le trouve en sus-tentoriel et pas sous-tentoriel, puisque le quatrième ventricule, il est sous-tentoriel. D'accord? Le troisième, il est sus-tentoriel. D'accord? Donc c'est ça. Voilà. Pour la clinique, bon, pour la clinique, il ne faut pas tarder, d'accord, à détailler tout ça parce que c'est tout dépend de la localisation et de la nature de la tumeur, d'accord. Si on aura un neurinome vestibulaire, on aura un syndrome vestibulaire. Si on aura une tumeur qui se développe dans le lobe frontal, on aura un syndrome frontal. Si ça va comprimer le cortex moteur, on aura une hémiplégie, on aura des paralysies. Si ça va comprimer l'air sensitif, on aura des troubles sensitifs, etc. D'accord? Ça peut être tout et n'importe quoi. Hypertension intracrânienne, puisque c'est un volume de plus. Donc, on aura le syndrome d'hypertension intracrânienne, donc pratiquement toujours. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, si c'est un nourrisson, d'accord, on peut ne pas l'avoir. Mais bon, le plus souvent, on aura le syndrome d'hypertension intracrânienne, céphalie, vomissements et troubles visuels. Et les céphalies qui sont soulagées par les vomissements, d'accord, et qui ne sont pas soulagées par les antalgiques. Ok, l'œdème papillaire au fond d'œil. Syndrome déficitaire, déficit moteur, sensitif, fonction supérieure, apraxie, agnosie, aphasie, tout ça, lobaire, cérébelleux, nerf crânien. Donc, on peut avoir tout et n'importe quoi, puisque ça se développe donc dans le parenchyme ou extraparenchymateux, mais les méningiomes peuvent comprimer le parenchyme. On peut avoir même des engagements, d'accord? Comme je vous ai déjà dit, par exemple, dans les métastases, on peut avoir un engagement temporal. D'accord? Si on va parler
Je me souviens plus. Donc, attendez. Du méduloblastome qui se situe dans la fosse cérébrale postérieure, on peut avoir un engagement amygdalien, etc. D'accord? C'est ça. Endocrinien pour les adénomes hypophysaires, pour le crânio-pharyngium, etc. On peut avoir tout ça. Pour les explorations, il y a deux qui sont essentielles, soit le scanner, soit l'IRM. Mais bien sûr, l'IRM, il est plus performant que le scanner. Qu'est-ce qu'on veut savoir par ces explorations? On veut savoir la localisation de la tumeur, sa taille, les rapports avec les structures, l'effet de masse, si on aura un œdème ou non. Ok, tout ça. Donc, qui m'a par exemple le crânio-pharyngien, on peut avoir un œdème. D'accord? Très bien, un œdème hypophysaire. Voilà, donc, mais bien sûr, l'IRM il est plus performant que le scanner. On peut procéder à une angio-scanner, angio-IRM, etc., etc. Et bien sûr, on va les faire avec et sans produit de contraste pour les deux. Ça, c'est les différentes images. Donc voilà, je suis pas expert dans la radio et tout. Le scanner cérébral et voilà. Donc diagnostic différentiel AVC. AVC. Vous voyez cet aspect-là. On peut le confondre si ça avait une situation plus médiane. On peut le confondre avec l'adénome par exemple. Ça, malformation cérébrale. Donc ça, une rupture d'anévrisme ou une malformation vasculaire, etc. Ça, aucun quel médian, d'accord. شكون شفنا هكذاك شغل كاسيفيي عنده une densité تشبه البارونشيم شويه crânio-pharyngien, d'accord, très bien. Processus infectieux, abcès, hydatique, tuberculose, tout ça, d'accord. AVC, abcès, kyste, tuberculose, hydrocéphalie, patati patata. Thérapeutique, bon, vous savez quoi? On aura bien sûr les moyens thérapeutiques, médicaux, les moyens médicaux, chirurgicaux, voilà, traitement adjuvant et physique, mais bon, donc si ce sera une tumeur bénigne, et la localisation elle est accessible, on va faire une exérèse complète par exemple. Si elle est maligne mais la localisation elle est plus ou moins accessible, on peut faire une exérèse partielle, d'accord. Si elle est on peut pas la voir, donc elle est de ces situations inaccessibles et on sait pas si elle est maligne ou bénigne, on va faire une biopsie stéréotaxique. Ça veut dire quoi stéréotaxique? Ça veut dire qu'on va mettre comme un sorte d'un appareil, d'accord, avec des choses circulaires sur le cerveau, ou fait genre une aiguille. Et le petit cercle, c'est comme un scanner, ce qui va envoyer donc des radiations, et on aura la localisation donc spécifique de la tumeur, ou bien précise plutôt, de la tumeur, et on va ponctionner et donc envoyer à l'anapathe, etc. Ça, c'est la biopsie stéréotaxique, d'accord, scano-guidé. Voilà, médical, ça c'est pour le traitement chirurgical. Médical, c'est les antalgiques par palier. Voilà, donc paracétamol, tramadol, etc. Médical, donc corticoïdes si on aura un œdème cérébral. Voilà, adjuvant, c'est chimiothérapie, la radiothérapie. Tout dépend si elle est complète, si elle n'est pas complète. Donc voilà, si c'est à titre palliatif, juste. Voilà, la rééducation physique, surtout après exérèse, d'accord.
on peut donc, comment dirais-je, surprise le cerveau tana, et après on aura bien sûr une difficulté, un syndrome déficitaire, d'accord, moteur par exemple, et on doit faire cette rééducation physique. Voilà, c'est ça. Puis je vous ai déjà dit que c'est une maladie qui est donc prise en charge par plusieurs disciplines, d'accord? Les radiothérapeutes, les neurochirurgiens, les neurologues, les pédiatres, etc., etc. Les radiologues, voilà, c'est ça, tout simplement. Antiépileptique s'il y a l'épilepsie, gardénale, etc. Chirurgicale à titre palliatif, mais la ponction lombaire, elle est contre-indiquée, mais qui m'a les ponctions ventriculaires, dérivation ventriculo-péritoniale, etc. On peut les faire, d'accord. Voilà, radiothérapie, chimiothérapie, rééducation physique en cas de déficit moteur pré- ou post-opératoire permet au patient de récupérer son autonomie et de mener une vie ordinaire ou d'améliorer sa qualité de vie. Voilà. Bon, je vais vous montrer l'appareil de la biopsie donc stéréotaxique. Voilà, c'est ça. هذا هو l'appareil. هذاك le petit cercle, هذيك la ponction, et ça va nous repérer où est exact la tumeur, et puis la ponctionner et l'envoyer à la napate. Voilà. Et rajoutons une info en plus, que les tumeurs périnéales, ou bien pinéales plutôt, pinéales, donc ça sera des tumeurs qui peuvent comprimer le quatrième ventricule et peuvent donner une hydrocéphalie triventriculaire. Bref, en conclusion, les tumeurs cérébrales constituent une entité anatomo-clinique primitive ou secondaire bénigne ou maligne. De topographie variable, le diagnostic d'une tumeur cérébrale est devenu de plus en plus fréquent devant l'accessibilité aux soins et les progrès de la neuroradiologie. La prise en charge d'une tumeur cérébrale nécessite une équipe pluridisciplinaire. Le pronostic vital et fonctionnel des patients est nettement amélioré grâce au progrès de la neurochirurgie, la neuroréanimation et la radiothérapie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.